En fait, j'ai parlé du rationnel des stratégies de réduction des risques, qu'on appelle la harm reduction. La harm reduction a-t-elle un substratum sur lequel elle se base? Est-ce qu'on offre aux tabagiques des produits alternatifs à risque réduit, juste pour qu'ils les consomment, ou y a-t-il une nécessité à offrir ces produits-là et à les encourager? La problématique, elle est là. Si on adopte des stratégies de réduction des risques, le pourquoi devient un préalable. Et ce préalable doit se baser sur des évidences scientifiques. C'est ce qu'on appelle le rationnel. Donc c'est ce que j'ai présenté. Je n'ai pas présenté les stratégies, ça serait fastidieux. Donc je me suis contenté, vu l'horaire qui m'était imparti, de traiter du rationnel de la harm reduction, de la réduction des risques qui m'est fait sur le plan scientifique, et j'ai évoqué donc 4 ou 5 rationnels qui nous disent qu'il y a une nécessité à adopter de telles stratégies. Les intervenants sont multiples. Les scientifiques ne peuvent pas l'implémenter. Il faut qu'ils donnent le rationnel pour ça. C'est notre rôle, et de promouvoir. Nous, en tant que société savante de tabacologie et de comportement à risque, les comportements d'addiction, c'est dans notre objectif de défendre également les stratégies de réduction des risques. Parce que nous savons très bien que le tabagisme, comme addiction et comme toutes les addictions, est difficile à évacuer de la société en général. Il y a des personnes qui ont énormément de difficultés à se débarrasser du tabagisme. C'est une pathologie, c'est carrément une maladie à rechute. Les gens arrêtent, reviennent, rechutent. Il y en a d'autres qui ne veulent pas s'arrêter de fumer. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Donc ceux-là, actuellement, on les garde dans leur tabagisme. Donc c'est pour ça que leur offrir des produits alternatifs moins risqués pour induire moins de nuisances plus tard, pour eux et pour la société, comme coût économique et comme nuisance sociétale, est excessivement important. Comme on l'a fait pour les autres drogues, la stratégie existe essentiellement pour les drogues autres que le tabac, mais également appliquée au tabac. Pour le tabac, elle est innovante. Ce n'est pas une stratégie qui est actuellement adoptée, elle vient de l'être récemment par l'UK, par exemple, l'United Kingdom, où les Britanniques ont implémenté la cigarette électronique dans leur stratégie de lutte anti-tabac. Dans les centres anti-tabac, ils encouragent les fumeurs qui n'arrivent pas à sortir du tabagisme ou qui ont des difficultés ou qui ne veulent pas en sortir, ils les encouragent à switcher vers la cigarette électronique. Et c'est une politique de santé publique dans le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un grand pays où leurs scientifiques, avec leur collège royal, se sont mis d'accord, ils se sont réunis. D'abord, tous les intervenants vis-à-vis du tabagisme, toutes les associations, et tous les scientifiques de tous bords, et ils ont étudié le produit sur le plan scientifique. Est-ce que ce sont des produits dangereux? Combien est de leur dangerosité comparée au tabac? Et c'est comme ça que pour la cigarette électronique, par exemple, ils ont établi dans un grand rapport qu'on a appelé ICP Report, donc le Collège royal de médecine, qui est l'équivalent de l'Académie royale, l'Académie de médecine, a établi que le risque pour la cigarette électronique, qui est évalué à 5% comparé au tabac, qui est donc de 45%. Donc c'est une réduction majeure et basée sur les études actuelles de toxicologie qui existent. Et de ce fait, ils ont par la suite arrivé à convaincre les décideurs. Et les décideurs, c'est les politiques. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour implémenter les stratégies de réduction des risques en général. Un, que la communauté scientifique soit convaincue. Deux, que tous les intervenants aussi soient convaincus. Après, c'est les décideurs qui doivent être convaincus et implémenter une telle stratégie. Donc il faut passer par ces étapes. En Tunisie, nous, on est au tout début. Ceux qui croient réellement en la stratégie ne sont pas nombreux, on n'est pas nombreux à y croire, et ce n'est pas une question de croyance, je veux dire croire entre guillemets. On est convaincu parce que sur le plan scientifique et les évidences démontrent
qu'il y a une réduction des risques importante. Et là, ce que j'ai présenté dans la communication d'aujourd'hui, j'ai présenté ces évidences d'une nécessité d'implémenter une stratégie de réduction des risques. Et j'ai présenté les rationnels qui pratiquement nous imposent d'adopter une telle stratégie, parce que les stratégies classiques de lutte anti-tabac sont peu efficientes, du moins dans nos contrées, chez nous, comme au Moyen-Orient, comme dans toute l'Afrique. On a d'énormes difficultés, et les prévalences du tabagisme chez les jeunes, chez nous, elle est en train d'augmenter. Les dernières statistiques passent d'un chiffre de 16,4% chez les jeunes de 13-15 ans à une prévalence de 24% en 2010, de 2010 à 2016. En 2016, on est passé de 16,4% à 24%, c'est-à-dire qu'un garçon, enfin un enfant, un adolescent sur 5 est fumeur. Et ça va nous créer un problème majeur de santé publique plus tard. On aura une masse de fumeurs importante, donc la prévalence ne va pas baisser. Et si même on agit actuellement avec les recommandations de l'OMS et on implémente les recommandations de la loi cadre et de toutes les recommandations de Empower, on ne pourra pas s'en sortir rapidement. D'ici une génération, d'ici 15-20 ans, on n'aura pas baissé de beaucoup notre prévalence, même si on s'y mettait dès maintenant. Pourquoi? Les pays développés ont mis une vingtaine d'années pour faire baisser de moitié leur prévalence, avec tous les moyens qu'ils ont. Et des moyens pas seulement financiers, mais humains, et il y a une culture, il y a une mentalité aussi. Chez nous, rien de tout ça n'existe, ou du moins à très petite échelle. Donc si on adoptait la même stratégie avec laquelle eux, ils sont arrivés à des résultats pareils, nous, on y arriverait dans 20 ans. Mais comme on n'a ni nos moyens, ni humains, ni financiers, ni même culturels, et le jeu, je veux dire, la donne n'est pas faite, et le match n'est pas gagné d'avance. Donc c'est pour ça que, logiquement, en toute logique, on est au-devant de grandes difficultés sur le plan sanitaire. C'est un grand problème de santé publique qu'on devra affronter d'ici 15-20 ans. Et si on ne fait rien dès maintenant, on sera devant pratiquement une porte close. Et on aura de grandes difficultés. Est-ce qu'on a autre alternative? Oui, puisque maintenant il y a des produits qui existent sur le marché international, qu'on appelle des produits à risque réduit. Il serait impératif de switcher, d'encourager les fumeurs à aller vers ces produits alternatifs. Évidemment, il faut les encadrer, il faut normaliser ces produits, il faut mettre tous les garde-fous pour qu'on ait des produits bien faits, qui obéissent à des normes et qui soient surveillés également. Et en même temps, on implémente et on encourage toute la stratégie classique de lutte anti-tabac avec les produits médicamenteux, tout ce qui est counseling, tout ce qui est entretien, je veux dire, assistance psychologique, et puis toute l'implémentation des lois d'interdiction, toutes les recommandations qui sont faites par l'OMS dans le cadre de programmes Empower doivent être appliquées. À côté de cela, on implémente une stratégie qui est complémentaire, qui n'est pas du tout dans l'opposé de la stratégie classique de lutte anti-tabac. Au contraire, les gens qui sont en difficulté de sortir du tabac doivent être encouragés à aller vers des produits à moindre risque. Donc la stratégie, elle doit être implémentée de telle sorte, mais pour y arriver, il faut que la communauté scientifique, d'abord, s'accorde à lire les évidences de la même façon et être convaincu. Après, on passera à la société civile pour la convaincre. Avec ces deux forces, on pourra aller influencer les décideurs pour changer de politique et implémenter des stratégies comme l'ont fait, par exemple, le Royaume-Uni.